Donc, je vais vous parler d'abord du temps breton. Il fait beau, ça y est, le printemps est vraiment installé. Voilà, il n'a pas plu depuis 3 4 jours. Ici, dans la société que je dirige, Armorlux, les gens sont au travail pratiquement depuis le début du confinement. On fabrique des masques. Le moral est bon. L'ambiance est plutôt sereine. Comme vous le savez, la Bretagne est peu touchée par cette pandémie. On prend à peu près toutes les précautions, même toutes les précautions nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions. Tous mes collègues industriels du secteur ont largement repris le travail aussi. Voilà, donc ici, il règne une ambiance qui est finalement assez sereine, bien que le soir, la pesanteur de l'absence de voitures sur les routes soit encore assez pesante sur l'esprit des gens. Globalement, la Bretagne résiste bien et a recommencé sérieusement à beaucoup travailler. Voilà, quoi vous dire d'autre. On fabrique, nous, ici, beaucoup de marinières, beaucoup de cabans, d'habitude. Inutile de vous dire qu'avec nos 100 boutiques françaises qui sont fermées depuis le 15 mars, on a beaucoup de stock, mais on espère l'écouler assez vite à partir du 11. Le 11 sera pour nous un grand jour, puisqu'on va réouvrir toutes nos boutiques. On va redonner, j'espère, l'envie aux consommateurs d'acheter des vêtements de qualité, plein de valeur et plein d'iode bretonne. On espère qu'ils vont revenir et qu'ils auront confiance. On a pris là aussi toutes les mesures nécessaires pour que la sécurité soit assurée dans tous nos points de vente. Et lundi soir sera un grand rendez-vous parce qu'on verra si l'économie française repart par la consommation et si la confiance du consommateur est revenue. Et moi, j'ai largement confiance. Je pense que nos concitoyens vont reprendre le chemin progressivement, le chemin d'une vie normale. Voilà, donc moi, si j'ai un message à délivrer à toute l'équipe là, qui écoute, c'est un message de confiance, un message un message de soleil. Il se trouve qu'il fait vraiment, et là je ne plaisante pas, il fait vraiment très beau sur la Bretagne aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais passer un rayon de soleil et un rayon de bonheur. Et je sais pas, il sera possible, mais pour ceux d'entre vous qui peuvent venir jusqu'en Bretagne cet été, voilà, ici il y a beaucoup de belles choses et il y a beaucoup d'industriels comme moi qui travaillons à fond et on a beaucoup travaillé dans l'agroalimentaire, on a beaucoup travaillé dans le textile aussi pour fabriquer des masques et des blouses. On a apporté notre petit caillou à l'édifice nécessaire à cette défense collective contre cette énorme machine qui a voulu nous détruire. Voilà, et je pense que demain, on sera tous fiers d'avoir tous ensemble résisté. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Je voulais au passage, alors je pense qu'il y a pas, j'ai pas beaucoup de salariés qui nous écoutent, mais je voudrais au passage remercier tous les salariés, tous mes salariés qui travaillent depuis le début du confinement et qui ont fait à peu près, qui ont fabriqué 100 000 masques et permis de distribuer presque 100 000 blouses, qui ont permis de faire confectionner en Bulgarie quelques 300 000 masques par semaine. Voilà, on a vraiment vu là la solidarité à l'intérieur de la maison Armorlux. On a vu aussi la solidarité bretonne et on a compris que ces valeurs-là étaient des valeurs importantes pour l'avenir. Et on touche du bois. J'espère que dans 6 mois, on aura oublié tout ça. Voilà comment je voulais vous raconter l'histoire de cette période un peu difficile qu'on
fini, j'espère, de traverser. Alors, il y a une question d'Aline Cheminot qui demande quelles sont vos recommandations de choix de matériaux pour les masques? Alors pour les masques, c'est un vrai sujet. Effectivement, nous, les masques barrières, il y a d'abord les masques chirurgicaux, hein, qui sont les masques en non tissé dit médical, qui viennent d'Asie, essentiellement de Chine. Bon, ceux-là, ils durent 1 heure ou deux, hein, donc leur durabilité est très courte. Nous, ce qu'on fait, c'est on fabrique nos masques avec qui sont des masques 3 couches normés. Hein. C'est important, je pense, très important de respecter la norme AFNOR qui a été émise il y a maintenant 1 mois. Il y a 2 catégories de masques normés, catégorie 1 et 2. Ces catégories de masques gèrent à la fois la respirabilité, c'est-à-dire notre capacité à respirer à travers le masque, et à l'inverse, la capacité de barrière du masque, c'est-à-dire l'interdiction aux particules de 3 microns de pénétrer ce masque en provenance de l'extérieur. Les masques normés catégorie 1, chez nous, sont confectionnés de 3 couches, 2 couches de coton, et à l'intérieur de ces 2 couches de coton, une couche de polyester. En fait, c'est de la polaire, hein, de la laine polaire, et ça fonctionne extrêmement bien. La respirabilité, elle est parfaite, et la protection aussi. Le petit souci aujourd'hui, pour nous, c'est pas tant de trouver du tissu en coton parce qu'on le tricote nous-mêmes. Le petit point de blocage, c'est la laine polaire, qui est un peu plus difficile à trouver, mais quand on arrive à avoir les 3, on arrive à faire des masques barrières qui sont parfaits. Ok, Aline Cheminot, je me permets de compléter la question. En fait, j'ai une petite société qui fait des accessoires pour les malades chroniques habituellement sur des toutes petites séries. On travaille avec des ESAT Oui. qui jusqu'ici étaient fermés, qui vont pouvoir reprendre leur activité. On a un petit peu de matière en stock et on se disait que ce serait chouette aussi. Vous avez quoi comme matière en stock? Allô? Il y a quelques masques. Alors, regardez. Top, top. Ouais, Allô? c'est un peu coupé là, excusez-moi. Ah, Oui. d'accord. Vous avez Non, de la non, il n'y a pas matière de en stock? souci. Oui, alors de la polaire, j'en ai parce que sur certains produits, effectivement, on en a. Des cotons, j'en ai de différents types de tissage. Donc, c'est ça qu'il faudrait que je regarde. Et après, j'ai aussi beaucoup de matières qui sont des contre-collés avec des mousses qui servent habituellement à faire de la petite bagagerie. Ça, j'ai peur que ce soit beaucoup trop épais. Après, on va peut-être pas Oui, et puis là, embêter tout le monde avec ça ici. non. Vous m'envoyez un mail et je pourrais vous fournir en tissu en coton si vous voulez. Ça, il y a pas de problème pour entourer votre polaire. Ah, super. Je peux me permettre de vous demander votre adresse mail parce que j'ai essayé, mais j'avoue que ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est JG comme Jean-Guy. D'accord. JG. Le floc, nom absolument breton, LEFLOCH. Très bien. Arrobas Armorlux, tout attaché minuscule.com. Ok, top. Eh ben, je fais ça. Je vous écris pour qu'on regarde ça de plus près. Je vous envoie un petit peu de coton breton. Eh ben, avec plaisir. Allez Moi, j'ai voir. grandi en Il est Bretagne. très Ça doux. va. Je suis sûre que c'est top. Ouais. Ouais, c'est le coton avec lequel on fait des sous-vêtements depuis 1938. Donc voilà, il est très très agréable au toucher. Ouais. Ok. Une autre question concernant donc la production des masques. Comment est-ce que cela a démarré? Quel a été le déclic et qu'est-ce qui pourra perdurer après le passage de cette crise dans ce qui a été mis en place? Bah écoutez, nous, on a arrêté une journée, on est devant la folie de ce week-end dramatique. On a arrêté le lundi, on a mis tout le monde au chômage technique, et le mardi midi, on a fait revenir tout le monde en production parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit utile. Donc on a relancé la production de masques, les machines à coudre qui font des marinières et qui fabriquent des chemises, des cabans. Voilà, pour les opératrices qui les gèrent, fabriquer des masques, c'est beaucoup plus facile. Le tissu, on l'avait, donc on
on a commencé à fabriquer tout en envoyant nos produits à l'IFTH et à la FNOR, hein, enfin à la DGA. C'est un peu technique, hein, mais il faut, voilà, on a bien sûr voulu faire normer nos produits et on a commencé à travailler en attendant d'avoir l'agrément de la DGA qu'on a eu très vite. Et ça se fait, voilà, ça se fait très facilement parce que vous voyez, c'est des carrés de tissu très simples avec 2 élastiques. Et pour nous, par rapport aux produits complexes qu'on fabrique, c'est vraiment rien à faire, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez réactiver vos micros pour poser les questions comme on est entre nous. Sinon, quelles leçons en tirez-vous? Bah, écoutez, c'est difficile, en tout cas, pour nous, dans l'entreprise, la leçon essentielle qu'on en tire, c'est qu'on a vu à cette occasion que tous les salariés étaient solidaires au sein de l'entreprise, étaient courageux puisqu'ils ont bravé tous les messages qu'on pouvait entendre dans tous les médias pour revenir travailler et fabriquer des masques pour l'essentiel des entreprises locales qui ont pu à leur tour réouvrir et pour la population aussi qui a repris confiance. Voilà, donc le message qu'on en tire, nous, c'est un bel élan de solidarité. Très bien. J'ai une nouvelle question dans le chat. Est-il imaginable d'utiliser de la ouate pour faire ces masques et sinon à qui s'adresser? La ouate, je suis pas sûr que ce soit assez respirable. À qui s'adresser aujourd'hui, l'organisme qui est capable de juger de la pertinence d'un masque, c'est l'IFTH, Institut français du textile et de l'habillement. Très bien. Et ils sont basés à Troyes et à Lyon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci beaucoup pour votre intervention. C'était très clair. Écoutez, je vous remercie. J'envoie plein de bisous de la Bretagne. Merci à vous. On vous envoie des bisous aussi. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Et donc, on va pouvoir passer à Jean. Oui, bonjour tout le monde. Donc Jean-Frédéric Winkel, je suis directeur produit chez La Fourchette. Pour ceux qui ne connaissent pas La Fourchette, c'est une plateforme de réservation pour les restaurants. J'espère que vous m'entendez tous. Oui, ça a l'air d'être le cas, sinon vous me le diriez. Donc La Fourchette, au cœur de l'industrie de la restauration qui, vous en doutez, a vécu une sacrée tornade depuis le début de la crise. Et est toujours dedans. Donc assez brutalement, en fait, toute l'industrie a été mise à l'arrêt. Donc évidemment, pour La Fourchette qui fait une plateforme de réservation, s'il n'y a plus de réservation, il n'y a plus d'activité. Donc, mais surtout pour nos restaurateurs, il n'y a plus d'activité du tout, réservation ou pas réservation. Donc partant de ce constat, on s'est assez vite demandé ce qu'on pouvait faire pour soutenir l'industrie, parce que c'est vrai qu'on a une position un peu unique de plateforme, de marketplace, pour pouvoir aider plusieurs dizaines de milliers de restaurants en Europe et dans le monde à traverser cette crise. Donc, on a identifié plusieurs pistes pour les aider. Dans les premières choses qu'on a mises en place très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande des restaurants de pouvoir continuer à servir leurs clients en livraison ou en vente à emporter. Donc, ça, on a réagi très vite en permettant aux restos qui ont fait ce genre de service de montrer sur notre plateforme de réservation à zéro coût leur numéro de téléphone pour que les clients qui découvrent ou qui connaissent déjà leur resto via notre site puissent facilement trouver ceux parmi leurs restos préférés qui font de la vente à emporter ou de la vente en livraison.
Ça, c'était le premier volet. Ensuite, on a identifié un deuxième grand volet de comment on peut aider les restos, qui est qu'ils sont en fait dans une situation de trésorerie qui est assez catastrophique, très simplement. C'est-à-dire que leurs coûts continuent de courir. Alors, s'ils ont de la chance, le propriétaire de leurs locaux va leur faire grâce de loyer, mais ils ont quand même des coûts fixes. Et puis, tout simplement, ils ont du personnel qui se retrouvent sans revenus, eux-mêmes se retrouvent sans revenus. Donc on a fait plusieurs choses, des choses évidentes comme suspendre la facturation des abonnements à notre produit et le rendre gratuit jusqu'à la fin de la crise. Ou des choses plus nouvelles, on a en fait observé que il y avait des mouvements qui se créaient dans différentes parties du monde sur soutenir les commerces locaux avec des achats de bons prépayés pour acheter maintenant une consommation qu'on ferait après la crise. Et donc, on a capitalisé sur une technologie de paiement qu'on était en train de commencer à déployer en Italie pour déployer dans 6 pays d'Europe une plateforme de précommande ou d'achat de bons prépayés chez les restaurants partenaires qui en ont besoin. Donc, ça fonctionnait de façon assez simple. Le restaurant s'inscrivait pour cette plateforme de paiement et recevait un lien, une adresse web où il pouvait envoyer ses clients pour acheter, donc engager sa communauté et leur proposer d'acheter maintenant le repas qu'ils auraient à la sortie de crise. Et voilà, il s'est passé des choses très chouettes avec cette plateforme. Donc, on a lancé cette première solution-là en l'espace de quelques jours avec des équipes. D'ailleurs, c'est aussi une belle histoire de nos équipes parce que nos équipes qui étaient notamment en Italie, dans un pays qui était quand même extrêmement durement touché. Vous vous rappelez sans doute de la période où il y avait c'était les premiers lockdowns complets avec interdiction de se déplacer, donc c'est quand même un choc. Et c'est nos équipes italiennes qui ont la maîtrise de cette plateforme de paiement qui ont volontairement choisi de travailler le week-end pour sortir cette solution le plus vite possible, pour aider le plus vite possible les restos à faire ces récoltes de fonds. Et donc, on a dépassé le demi-million d'euros assez vite. On a pas mal de belles success stories. On a des restos qui ont réussi à récolter plusieurs milliers d'euros. Ça va jusqu'à 20 000 euros, je crois, pour le meilleur pré-vendeur, disons. Donc, c'est vraiment des impacts importants pour leur trésorerie. Ça paye des salaires, ça paye des fournitures. Et donc, on a amplifié ce mouvement où les restos pouvaient engager leur communauté. Oui, je voudrais aussi dire que étonnamment, c'est pas… on aurait pu penser que ce serait des gros restos, des machines de marketing qui allaient en bénéficier le plus. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment plein de petits restos qui ont des relations, plutôt des bonnes notes, disons, sur la plateforme, mais qui ont de très bonnes relations visiblement avec leur communauté de clients et qui ont réussi à accomplir ce genre de meilleures performances. Donc, on a aussi créé du coup un site web dédié à l'initiative sur lequel nous, on promeut les restaurants chez qui on peut acheter des bons. Donc, on en a fait la promotion, ce qui a permis encore de rajouter du trafic. Mais c'est sûr que le gros et les grands succès, c'est venu des restaurants qui ont réussi à toucher leur communauté. Donc, ils ont vraiment pu… Nous, on a agi en fait en tant que facilitateur de la solidarité entre les clients de ces restos et ces restos. Et ça a été vraiment une très belle histoire aussi pour nos équipes qui sont face à une industrie qui s'effondre. Ce n'est pas une période qui est facile. On ne sait pas très bien quand ça va rouvrir, avec quelles conditions. Est-ce qu'aller au resto, ce sera la même chose qu'avant? Probablement pas pour un certain temps. Et donc avoir ce genre d'action, c'est vraiment…
cette contribution, ça a vraiment fait du bien aux équipes, de donner un petit peu d'espoir au resto. Ce n'est pas que de l'argent, en fait. C'est aussi du contact client et le chaud au cœur qui vient de se rendre compte que les clients sont là, même quand ils sont pas dans la salle. Donc ça, c'est un gros volet de ce qu'on a fait. Et puis ensuite, plus anecdotiquement, on a aussi remarqué qu'il y avait des chefs qui se mobilisaient pour les soignants et des organisations qui se mobilisaient de manière générale pour aider les personnes les plus en difficulté. Donc il y a tout un volet caritatif où c'est moins quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc on a identifié quelques initiatives qu'on pouvait soutenir, que ce soit en France ou à l'étranger, notamment en Italie. On a utilisé de nouveau notre technologie de paiement pour permettre aux gens d'acheter, de donner à la banque alimentaire italienne. Donc, on a fait une campagne de donation avec nos utilisateurs pour qu'ils puissent soutenir la banque alimentaire dans la redistribution d'invendus. Donc, la banque alimentaire facilite, et donc ça a permis de faciliter la redistribution de aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de repas aux personnes les plus pauvres en Italie. Et donc, c'est quelque chose qu'on est très content d'avoir pu faire, et pour le coup avec un volet encore plus solidaire, parce qu'évidemment notre industrie est très touchée, mais c'est remarquable de voir que des chefs aussi se sont mis à la disposition des soignants. En France, on l'a fait aussi, de soutenir ces initiatives et de les mettre en valeur auprès de notre communauté. Et les utilisateurs ont répondu présent en se disant que c'était une bonne manière de soutenir des œuvres caritatives, y compris des œuvres caritatives toutes nouvelles, qui se sont mises à soutenir nos soignants dans cette période un peu difficile, très difficile. Donc voilà un peu les 3 grands volets sur lesquels on a bossé. Sacrée aventure de traverser tout ça. On n'a pas souvent, je pense, l'occasion de vivre une industrie qui passe de 100 à 0 en si peu de temps. Donc c'est quelque chose de très très dur pour nos partenaires resto, et on espère qu'on va en retrouver un maximum en sortie de crise. On sait que ce ne sera malheureusement pas le cas pour tous, mais voilà, on continue l'effort. Les plateformes d'achat de bons prépayés sont toujours en ligne. Il y en a une dans chacun des 6 pays. En France, c'est aidonsnosrestaurants.fr, où vous pouvez retrouver votre resto favori ou vos restos favoris et acheter un bon prépayé pour les soutenir. Et voilà, on continue cet effort. Avec un peu de chance, la réouverture va plus être si loin que ça. Mais c'est pas non plus gagné. Donc, ils ont toujours besoin de notre aide. Donc, on continue de les soutenir. Merci beaucoup. Une question, est-ce qu'il y a des éléments mis en place qui vont perdurer, comme par exemple le principe du bon? C'est une bonne question. On n'a pas la réponse à ça en fait aujourd'hui. Je pense qu'on va espérer que les gens vont effectivement retourner au restaurant. Donc, je pense que ça m'a l'air d'être quelque chose de plutôt temporaire, mais on est à l'écoute. Si les restaurants trouvent que ça leur est utile de continuer d'avoir des prépaiements, je pense qu'on sera tout à fait ouvert à maintenir l'outil pour une durée plus longue. Et aussi parce que, on n'exclut pas le scénario où il y a de nouveau des fermetures s'il y a une deuxième vague qui apparaît. Donc, il est tout à fait possible que cet outil ait une nouvelle utilité. On ne l'espère pas, mais on est prêt à avoir cette possibilité-là, bien sûr. En bon cadeau, par exemple, ce serait possible pour un anniversaire ou... Voilà, alors ça c'est quelque chose que nous, on fait pas aujourd'hui, mais que certains autres acteurs de l'industrie ont mis en place pour leur resto. Donc, on peut, à l'échelle d'un resto, d'ailleurs, ça me permet de parler d'une autre initiative. Alors, La Fourchette fait partie de TripAdvisor, pour ceux qui ne le savent pas. Et TripAdvisor, évidemment, a
plusieurs millions de commerces, dont de restos qui ont leur page profil, et dans les choses qui ont été mises en place au niveau groupe, et là pour le coup pas spécialement lié à la solution que nous on a construit chez La Fourchette pour cette solution de bons prépayés. On a aussi permis aux restaurants de mettre en valeur leur solution de ce que vous appelez effectivement bon cadeau. Donc sur leur page TripAdvisor, ils peuvent mettre un lien vers leur solution de bon cadeau. Donc, évidemment, nous, on le fait pour eux s'ils n'avaient pas de solution, en leur fournissant notre solution de paiement, La Fourchette, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais est ouverte à tous les restos, y compris ceux qui ne sont pas partenaires La Fourchette. Pas besoin d'être client et ça ne leur coûte rien du tout. Donc même pour un resto qui ne serait pas utilisateur de La Fourchette et qui ne voudrait pas le devenir, c'est tout à fait possible de profiter de cet outil. On a fait les ajustements nécessaires pour que ce soit ouvert à tout le monde, mais donc d'autres solutions de bons cadeaux peuvent aussi venir se raccorder à cet effort via notre intégration dans TripAdvisor. Très bien. Je pense qu'on peut laisser la parole à Clarisse Ray qui nous a rejoint. Si ça ne dérange pas Martin de passer juste après Clarisse. Ok, super. Alors Clarisse, votre micro est coupé. Oui, bonjour. Non, mais sinon, Martin peut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Hein. Non. Oui, pardon, j'étais dans un conseil d'administration, donc c'était difficile de sortir. On devait clôturer des comptes et revoir le budget. Très bien, on vous écoute, Clarisse, allez-y. Alors, donc moi, je suis centralienne promo 81. Et je dirige aujourd'hui le DEFI, qui est le comité professionnel de développement économique de l'habillement. C'est une structure créée par la loi qui a pour mission d'intérêt général le développement de la filière habillement et qui est la principale plateforme de développement et de financement de ce secteur, que ce soit pour les jeunes créateurs, pour les marques, mais aussi pour les confectionneurs. Donc, c'est sur ce sujet-là où on va se concentrer, l'aide aux confectionneurs et nos relations avec les confectionneurs en France. Effectivement, quand le 17 mars, nous avons été confinés, il y avait cet immense appel de la part des hôpitaux, de l'ensemble des personnels soignants pour des besoins de masques, mais aussi pour toute une série d'industries jugées stratégiques pour notre vie courante, hein, notamment tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est distribution agroalimentaire, tout ce qui est eau, énergie, ce point-là, et avec un manque crucial de masques, donc avec des besoins énormes. Donc, il y a en France à peu près 500 confectionneurs aujourd'hui qui représentent 10 000 personnes et qui sont essentiellement tournés vers des fabrications de luxe et de haut de gamme. Ils travaillent pour les grandes maisons. Donc, dès le début, avec d'autres acteurs de la filière, moi j'ai envoyé un message à l'ensemble des confectionneurs pour savoir s'ils pouvaient se mobiliser pour la fabrication de masques. Beaucoup ont répondu. Il a fallu mettre en place une logistique et donc au cœur de cette logistique, il y a une marque, Le Slip Français, qui s'est mobilisée avec son dirigeant Guillaume Gibault pour mettre en place un site et des relations entre les différentes parties prenantes, parce qu'il y a les confectionneurs de masques, mais il faut aussi des accessoires, il faut du tissu, il faut, j'allais dire, des élastiques pour les masques et il faut tout cet ensemble de choses. En parallèle, on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas de référentiel pour fabriquer des masques, c'est-à-dire que voilà, comme l'essentiel des masques venait soit de l'importation, soit de Chine, soit de 4 entreprises spécialisées en France sur les masques. Il a fallu réfléchir au référentiel et surtout quelque chose de très compliqué, aux matériaux pour faire les masques. Parce que normalement, les matériaux utilisés pour faire des masques sont essentiellement des non tissés
qui ne sont pratiquement plus fabriqués en France ni en Europe, le melt blown. Et il a fallu donc tester des associations de tissus, parce qu'en général, il faut plusieurs tissus pour assurer une bonne protection. Et le centre technique de l'habillement et du textile a travaillé sur ce sujet. Il a fallu aussi mobiliser la DGA, la Direction Générale de l'Armement, donc bien loin de l'habillement, de la mode, pour tester les prototypes de masques. Parce qu'il a fallu que chaque entreprise volontaire envoie son prototype de masque avec ces associations de tissus, en sachant que les tissus, bon, on a des tisseurs encore en France, hein, mais je veux dire, on n'est plus un grand pays textilien, pour tester et trouver les solutions qui permettaient d'avoir des masques sûrs, à un bon niveau de protection, notamment pour l'industrie. Donc ça, c'était le deuxième volet du travail, ce travail un peu technique. Et ensuite, permettre la diffusion de référentiels pour la fabrication de masques qui permettent à beaucoup plus d'acteurs de rentrer dans le jeu et de fabriquer des masques. Donc ce travail s'est fait avec l'AFNOR. Alors je dois dire que l'AFNOR a été absolument remarquable. Absolument remarquable. On a eu des réunions quotidiennes sur une semaine avec de très nombreux experts. Ils ont apporté vraiment leur professionnalisme, leur expertise, mais en même temps en se montrant extrêmement souple et j'allais dire adapté à cette situation de crise, parce qu'il ne s'agissait pas de refaire un label extrêmement élaboré. Et donc, il y a eu toutes ces synergies, plus une dimension européenne avec la Fédération européenne du textile et de l'habillement sur également l'ouverture de dispositions, de mise à disposition, soit d'accessoires, soit de tissus. Donc, ça a été beaucoup de travail, j'allais dire, de connexion, d'aller-retour entre les différents acteurs. Ce n'est pas nous qui avons fait les masques. Et une très, très belle mobilisation des confectionneurs. Alors moi, ce que j'en retire, c'est que d'une part, ce secteur de la mode qui est souvent présenté comme futile, c'est absolument superbement mobilisé. Il faut noter aussi tout ce qu'ont fait les maisons de luxe en reconfigurant totalement leur chaîne de production de parfums à gel alcoolique, en mobilisant leurs propres ateliers. C'est mobilisé. Et aujourd'hui, alors le site absolument clé pour, y compris commander des masques, et pour signaler qu'on a du tissu à vendre ou des accessoires ou qu'on est prêt à fabriquer des masques. Le site clé, nous avons changé le nom. Au début, c'était csf-masque.fr, CSF voulant dire Comité Stratégique Filière, donc un nom superbement poétique, en savoir-faire ensemble, toutattaché.fr. Donc toute personne qui veut participer à l'effort de masque, et il y a aussi les modèles de masques pour des couturières, va sur ce site et se déclare. Et si des entreprises ou des associations veulent commander des masques, ils peuvent aussi aller sur ce site. Aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que ce mouvement recrée une véritable, j'allais dire, impulsion pour revenir plus largement à du fabriqué en France. Et là, on commence à discuter, j'allais dire, avec l'État, avec Bercy, pour faire valoir les points stratégiques. Les grands axes stratégiques, c'est d'une part l'enjeu sanitaire. Je crois qu'on paye très durement le fait de ne pas avoir été autonome en cette matière-là. Le deuxième enjeu stratégique, ça va être l'emploi. L'emploi, je veux dire, après le déconfinement, la crise économique va frapper durement, même si l'État a fait de gros efforts, hein, je veux dire, pour le soutien de l'économie. Mais il va y avoir une crise économique forte et donc l'emploi va devenir
quelque chose de très important. Or, le secteur de l'habillement, le secteur des confectionneurs est un secteur qui est vraiment réparti dans toute la France. Il y en a dans toutes les régions, avec des points forts dans l'Ouest notamment, mais enfin, il y en a dans toute la France. Et ce sont des emplois qui peuvent être en région, donc ça c'est un autre point. Et ensuite, ça correspond à une relocalisation, à des transformations des business économiques. D'une part, sur la mode durable, parce qu'il y a de plus en plus, je veux dire, de la part des consommateurs, et je les appelle même des consommateurs citoyens, pour agir au travers de leurs achats. Et je veux dire, on voit une extraordinaire montée qui avait déjà commencé avant le Covid pour l'acheter local. Et la deuxième chose, c'est la montée de la fabrication à la demande. Le secteur de l'habillement s'aperçoit qu'il est extraordinairement pénalisé et il pèse énormément sur l'environnement par les surcapacités, les surproductions et les surstocks. Et donc, il va falloir changer de modèle, en tous les cas l'infléchir, en diminuant les fabrications en grande délocalisation pour regarder une part plus proche en fabrication locale, plus par rapport à la demande. Voilà très brièvement ce qui s'est passé et ce qu'on espère demain en tirer. Et alors, pour que ce mouvement de relocalisation s'implante, ça pourrait être fait de façon assez simple si l'État, dans ses commandes publiques, alors évidemment maintenant pour les masques, pour les hôpitaux et tous les établissements de santé, mais aussi pour tout ce qui est vêtements de défense et de sécurité, soit essentiellement fabriqués en France. Ça créerait la masse critique qui permettrait au secteur d'être plus fort dans ce déploiement des... D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Clarisse. Bon, bonjour Clarisse et Yolande. Est-ce que, merci de ton intervention fort claire comme toujours. Est-ce que tu es très confiante sur la relocalisation de l'activité ou est-ce qu'il va falloir encore batailler longtemps ou enfin je ne sais pas, quelle est ta... Alors, je veux dire, bon, moi j'ai tendance à toujours à regarder le verre à moitié plein, parce que surtout dans une situation de crise comme celle que nous vivons, qui est tout de même une crise systémique, se concentrer que sur les problèmes, on n'avance pas, donc il faut essayer. Donc là, moi j'ai envoyé en tous les cas je veux dire, une note dans ce sens-là, montrant bien pourquoi c'est important et pourquoi ça répond à des enjeux stratégiques et que ce n'est pas simplement, même si c'est tout à fait estimable, pour que ça fasse bien dans le paysage. J'ai voulu montrer que c'était des axes fondamentalement stratégiques économiques et j'ai pris à l'appui à la fois d'abord les vrais coûts d'impact, j'allais dire, d'une délocalisation, parce qu'il faut compter que s'il y a moins d'emplois en France, ça crée aussi, il faut verser du chômage, il y a moins de recettes fiscales, donc ce calcul a été fait. Et d'autre part, alors ça c'est grâce à une étude américaine, parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent en France, une étude sur les multiplicateurs dans l'industrie, comment un job dans un secteur crée d'autres emplois, que ce soit en amont ou en aval de la filière. C'est une étude assez récente américaine sur les multiplicateurs sur absolument tous les secteurs économiques. Et il se trouve que pour l'habillement, la confection dans l'habillement, le facteur est de 3. C'est-à-dire qu'un emploi, un emploi créé dans l'habillement, crée 3 emplois dans sa filière en amont ou en aval, donc ce qui est extrêmement important. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, me semble-t-il, pour un État. Et pour un État, les premiers chiffres montrent que, en gros, pour un type de blouson, par exemple, quand en France, l'achat serait 100 €, quand l'achat en Euromètre serait de 70 € ou de 50 € en Chine,
en fait, le coût final, je vais dire, d'une délocalisation même lointaine, le coût impact final macroéconomique, c'est près de 150 € pour l'État par rapport aux 100 € dépensés en France. Donc, économiquement, ce que j'essaye de prouver, c'est effectivement que l'État a intérêt, en tous les cas dans ses achats publics, à passer par la fabrication française. Merci. Merci beaucoup, Clarisse. On va passer à Martin. Enfin, Martin. Peut-être qu'il y aura d'autres questions à la fin, pour tout le monde, pour tous les intervenants. Martin, on te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là avec vous et de partager la scène avec toutes les autres initiatives là, dont on a entendu parler. Et moi, je voulais vous parler aujourd'hui d'une initiative qui a été montée par trois amis, Adrien, Titouan et Grégory, qui s'appelle En Première Ligne et qui a été lancée le 15 mars, juste après les annonces liées au confinement, avec l'objectif de recréer un petit peu de solidarité entre les personnes, notamment entre les voisins qui ne se connaissent pas toujours, et de proposer une plateforme qui permettait de mettre en relation des gens qui ont besoin d'aide d'un côté et des gens qui sont disponibles pour donner de l'aide. Et ce site s'appelle enpremiereligne.fr. Je vais vous le montrer juste un peu après pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc notre idée, c'était tout au début de créer une plateforme très simple où les gens qui ont besoin d'aide, qui étaient les travailleurs en première ligne, et pas seulement les soignants, mais aussi tous les acteurs de la chaîne alimentaire, ceux qui maintiennent, tous les ingénieurs qui maintiennent l'électricité dans ce pays, enfin tous les acteurs qui devaient continuer à travailler pour que le pays puisse rester confiné. Et donc, c'était la première étape. Et de l'autre côté, il y avait la possibilité pour les gens bénévoles de s'inscrire, de renseigner son code postal et quel type d'aide on était prêt à donner. Et on s'est concentré sur deux objets qui nous paraissaient extrêmement importants au début. Faire les courses sans contact pour quelqu'un, et puis la garde d'enfants, parce qu'au début de la crise, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un questionnement sur comment faire pour les enfants. Les enfants de soignants étaient en général accueillis dans les écoles avec les organismes agréés, mais pas tous les enfants de tous les autres travailleurs en première ligne, et c'était souvent un souci dans les familles. Donc on avait ces deux typologies de services. Et puis une semaine après les premiers retours qu'on a eu de nos utilisateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre population qui était tout aussi importante, c'était les personnes dites dans les populations à risque, les personnes vulnérables. Et donc, cette population, elle a grandi mécaniquement pendant le confinement parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas en situation de vulnérabilité ou d'isolement avant le confinement, parce que souvent, le cocon familial fait que les gens viennent une fois par semaine faire les courses, voir la personne, etc. Et toute cette aide-là, elle a disparu du jour au lendemain. Et donc, les personnes sont devenues mécaniquement vulnérables ou isolées. Et n'étaient pas non plus vues par les associations qui faisaient déjà ce travail auprès des personnes qui étaient connues des services. Et donc, il y avait une nouvelle population aussi là à aider. Et puis, donc on a lancé cette fonctionnalité pour les personnes vulnérables et ça fonctionne hyper bien. Et là, c'est plutôt des courses parce qu'il n'y a en général pas de garde d'enfants sur ces typologies de public. Et puis, surtout, ce qu'on a lancé avec cette fonction qui était hyper bien, c'est qu'on pouvait inscrire quelqu'un de proche. Donc, je prends un exemple, si votre grand-père ou votre grand-mère habite loin, vous êtes inquiète ou inquiet pour eux, vous ne savez pas s'ils ont une solution pour faire leurs courses, vous pouvez aller sur En Première Ligne, les inscrire de votre part et vous restez aussi en copie des échanges de mails, ce qui permet souvent de débloquer le problème de l'accès à Internet et de l'accès aux outils modernes, par exemple de remboursement. En général, les petits-enfants, ils savent faire un virement sur Lydia assez facilement, ce qui est moins facile parfois pour les grands-parents. Et du coup, ça permettait de réduire un petit peu cette fracture technologique et numérique chez certains. Donc ça a très bien fonctionné. Et puis enfin, les deux dernières choses qu'on a lancées récemment, c'était la capacité d'inviter un proche. Parce que sur notre plateforme, on a un problème, mais qui est générique à toutes les plateformes de solidarité qui se sont lancées. C'est qu'on a beaucoup de volontaires, énormément. On en a plus de 85 000 sur notre plateforme. Et on a des demandes d'aide qui sont bien plus petites que ça. Et donc, on a besoin d'activer le côté demande d'aide, parce que parfois, les gens, ils sont un peu... ils n'osent pas demander, ou bien ils pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être aidés par les autres. Et donc, on essaye de baisser cette barrière. Et donc, pour faire ça, on a la capacité maintenant, vous pouvez inviter un proche que vous savez qui est en première ligne, vous mettez votre prénom, son adresse mail et son code postal, et ça lui envoie un mail en lui disant, eh bien, bonjour Mélanie, par exemple, on sait que tu travailles en ce moment, sache qu'autour de toi, il y a tant de bénévoles qui sont prêts à t'aider sur les sujets de course et de garde d'enfants.
Donc, ça a permis de débloquer là aussi quelques situations parce qu'on n'était pas non plus hyper connus. Et puis, le dernier sujet, c'est que devant cette grande masse de bénévoles, là, on s'est dit qu'il fallait s'associer avec d'autres associations pour notamment les aider à combler les besoins qu'ils avaient de manière ciblée. Donc, on a travaillé avec les Restos du Cœur, avec le Don du Sang, et puis récemment aussi avec Entourage, une association qui aide les personnes sans domicile fixe à retrouver un écosystème de gens à qui parler. Et là, on a pu cibler sur quelques départements clés où ils avaient besoin de personnes, leur envoyer des bénévoles, donc proposer à nos bénévoles une mission d'engagement un peu différente. Et donc, tout ça fonctionne très bien aujourd'hui. On a quasiment on a plus de 87% des demandes qui ont été déposées, qui ont trouvé quelqu'un pour de l'aide. Il y a des bénévoles dans tous les départements de France, donc on est hyper contents. Et puis là, normalement, vous avez peut-être entendu, mais on a lancé une campagne, on s'est fait aider par une agence de freelance qui s'appelle Acracy, qui nous a aidés bénévolement. Et on a lancé une petite campagne de pub qui passe sur les radios en ce moment, parce que les radios et les régies publicitaires ont des dispositifs gracieux, donc qui aident notamment des associations. Et donc en ce moment, les annonceurs vont un peu enlever leur pub, donc il y a pas mal d'espaces gracieux. Donc on en a bénéficié, donc c'est un grand merci à ceux qui s'occupent des régies publicitaires. Et donc on a lancé une petite campagne de pub sur un thème un petit peu décalé pour essayer un petit peu d'enlever la barrière à la demande d'aide qui existe chez certains, en disant en gros, si vous ne demandez pas à nos bénévoles de nous aider, nos bénévoles ils vont continuer à faire des choses un peu absurdes comme créer leur glace au camembert ou bien faire un 100 mètres baignoire. Donc voilà, on a fait des petits spots publicitaires qui sont assez bien. Donc voilà ce qu'on a fait. Moi, je vous propose de vous le montrer rapidement à quoi ça ressemble parce que je ne suis pas sûr que tout le monde y soit allé. Donc je partage mon écran tout de suite. Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est la page d'accueil de enpremiereligne.fr. Donc on a fait une plateforme qui est toujours très très simple, avec à gauche, je travaille en première ligne et j'ai besoin d'aide. Donc avec une définition de la première ligne qui est assez large, volontairement. De plus, on ne filtre pas les gens s'ils sont vraiment en première ligne ou pas. C'est basé sur la confiance. Ici, si on fait partie des populations à risque, on connaît une personne dans ce cas-là. Et puis à droite, je veux proposer mon aide. Et donc, je dis ce que je peux faire. Et enfin, la dernière initiative dont vous avez parlé, qui est j'invite un proche à découvrir l'initiative. Vous mettez votre prénom, l'adresse email et le code postal de la personne. Et hop, ça lui envoie un mail. On a fait le choix d'une plateforme qui était en open source. Donc, le code est disponible en bas de la page à tous. On avait comme ambition, on a toujours comme ambition que ce soit utilisé ailleurs. Et donc, en ce moment, il y a 2 plateformes qui ont émergé de celle-ci. Une en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle The Community Wave, et puis une autre en Suède. Alors, ce n'est pas prononçable, mais ça veut dire en première ligne en suédois. Et donc, ils sont basés sur le même code que nous. Les interfaces se ressemblent vraiment beaucoup. Et donc, on est très content d'avoir réussi à lancer d'autres initiatives ailleurs dans le monde avec des personnes localement qui ont fait ça grâce au code qui était en open source. Et puis enfin, je voulais juste vous montrer, peut-être avant de passer aux apprentissages, c'était la petite campagne de pub qui, en ce moment, il y a des pubs donc, sur Facebook, Instagram, etc. Et puis, on est en train de travailler aussi avec les gens de chez JC2Co pour publier ça sur les affichages digitales dans la rue. Et puis enfin, vous avez les petits spots radio qui sont diffusés en ce moment sur RMC, BFM, toutes les radios indépendantes et puis d'autres qui nous ont aidés là-dedans. Donc voilà, plateforme très simple et surtout, ce qui était important pour nous aussi de construire, c'était un produit du coup qui était très très facile à remplir. Et donc quand les gens demandent de l'aide, ils remplissent vraiment un formulaire qui est très très simple, avec le minimum de données personnelles aussi. Tout est évidemment protégé, mais on ne voulait vraiment pas collecter de données particulières dont on n'avait pas besoin. Ils écrivent leurs besoins et ensuite, une fois qu'ils ont envoyé leur demande, le mail d'après qu'ils recevront de notre part, ce sera une réponse à leur demande d'aide. Donc en fait, entre le premier clic et la réponse d'aide, il n'y aura pas de mail intermédiaire, il n'y a pas de compte à créer, il n'y a pas tout ça. On voulait vraiment une plateforme très très simple de mise en relation sur la base du code postal. Voilà un petit peu là, ce qu'on a lancé. Donc, on est 4 derrière tout ça, avec quelqu'un qui s'occupe plutôt de la communication, quelqu'un plutôt de la technique, et puis quelqu'un qui gère avec moi tous les partenariats et puis l'opération au quotidien. La plateforme est quasiment automatique, donc on ne passe pas beaucoup de temps dessus en ce moment. Donc voilà, donc on est très content d'avoir fait ça. Ça a été un élan de succès. On a 2 millions de pages vues. On a eu
de centaines de milliers de visiteurs uniques sur le site. Ça a été une belle réussite pour nous. Et puis, quelques apprentissages pour nous. D'abord, ça démontre la grosse solidarité des Français, qui n'existe peut-être pas en permanence, qui n'est pas visible en permanence, mais qui en tout cas en temps de crise est très très visible. Et ça nous pose aussi la question de l'engagement et de comment on s'engage au quotidien chez nous ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, quand on décrivait des missions très précises et qu'on leur donnait en face exactement une réponse à ce qu'ils avaient proposé comme aide, on a vu les gens qu'on met en relation ensemble, ça fonctionne très très bien. Les échos sont extrêmement positifs, des gens qui ont été mis en relation, et on change rarement d'interlocuteur, parce que parfois il y a un bénévole qui ne peut pas bien aider la personne qui a besoin d'aide, donc on trouve une autre personne. On a eu très peu de changements comme ça, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire que ça nous fait penser qu'il faut peut-être commencer à réfléchir sur des façons de s'engager ou de proposer de l'engagement aux Français de manière un peu différente. On a une méthode traditionnelle dans l'engagement associatif qui est assez intensive. Moi, j'en ai fait beaucoup. Et en général, on s'inscrit dans une association et puis on va aux réunions et puis parfois on rentre au conseil d'administration, au bureau. Et tout ça est un processus qui est très très long. Et je pense qu'il y a de la place pour proposer des alternatives où on propose un peu des bouchées d'engagement très précises qui correspondent à ce que des gens ont dit qu'ils avaient comme temps disponible. Et puis après, libre à eux d'aller beaucoup plus loin dans l'engagement. Mais je pense que ce modèle-là, il a la place d'exister en complément de l'engagement historique, des méthodes d'engagement historique. Donc ça, c'était un petit peu les apprentissages. Et puis nos prochaines étapes, là notamment, ça va être de travailler avec les dispositifs sanitaires qui vont être mis en place. Là, en ce moment, on est en train de discuter avec l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, sur la mise en place du dispositif Covisan, donc qui va être la partie où on trace et on isole les malades et leurs proches. Donc, il va y avoir des gens qui vont être mis en quarantaine, ceux qui sont testés positifs au Covid, pendant 14 jours, soit chez eux, soit à l'hôtel, c'est eux qui décideront. Et donc, il va falloir créer autour d'eux toute une grande chaîne de solidarité pour qu'ils puissent avoir à manger, que leurs enfants puissent être gardés s'ils vont à l'hôtel et que leurs enfants sont seuls. Et donc, voilà, donc on va essayer de participer à cet effort collectif avec plein d'autres associations. Et puis, dans un temps beaucoup plus long, on va essayer de réfléchir à comment justement rénover ces méthodes d'engagement. Et donc, on a pour ambition que ce site dure un petit peu dans le temps, au moins le temps de la crise, parce que la solidarité, elle ne va pas s'arrêter lundi prochain. Il y en aura besoin pour de longs mois. Et donc, du coup, on a lancé une petite cagnotte sur Ulule pour récolter des fonds pour pouvoir fonctionner pendant 12 mois. Donc, on cherche 3 000 € pour payer le site web, l'envoi des mails, etc. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer le lien à la fin. Voilà, une initiative où on a utilisé un petit peu la technologie pour répondre à des besoins nouveaux et qui ont très, très bien fonctionné. Merci beaucoup, Martin. C'était très clair, tu as répondu à toutes les questions, en tout cas, que moi j'avais. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Comme de toute façon, on est arrivé au bout des interventions, vous pouvez réactiver vos micros. Alors, il y a Jean qui veut bien le lien Ulule. Je vais envoyer ça, pas de problème. Oui, moi aussi. Moi aussi. Clarisse. Et puis en plus, et puis en complément, peut-être pour finir ça, parce qu'il y a eu des initiatives aussi évidemment du gouvernement. Il y a eu la plateforme jeveuxaider.gouv.fr qui est la réserve civique. On travaille en lien étroit avec eux, mais on a réussi à lancer la plateforme, nous, quasiment 10 jours avant le lancement de la plateforme du gouvernement. Donc, on a eu un effet assez fort de solidarité au début, parce que c'est là que je pense que les effets étaient les plus forts. Et du coup, on continue à réfléchir aussi, à travailler avec eux sur comment engager les gens différemment, leur proposer d'autres missions ailleurs. Parce qu'encore une fois, nos 84 000 bénévoles, on n'a pas encore 84 000 missions à leur proposer. Et donc, on va continuer à leur donner des opportunités de s'engager. Une question par rapport du coup à ta plateforme, est-ce qu'elle existait avant? Alors en fait, c'est une technologie qui avait été utilisée dans d'autres projets parce que donc, deux des fondateurs, Titouan et Adrien, travaillent dans une société qui fait notamment des outils web. Donc c'est une technologie qui existe sous un autre format. Elle a été complètement adaptée pour ce besoin très précis qui est de mettre en relation des gens sur la base d'un code postal et sur la base d'un petit élément de score. Qui nous permettait de dire, par exemple, là, on a une personne qui a déjà des enfants. Donc, on préfère mettre des gens qui ont déjà eu des enfants
pour de la garde d'enfants. Ça rassure les parents des deux côtés. Voilà, donc on avait un petit outil de scoring en interne qui était très simple. Donc c'était une plateforme dont la technologie existait, qui a été largement adaptée pour ce cas d'usage-là. Est-ce qu'il est possible que tu nous donnes le lien du coup dans le chat, le lien du Ulule? Je fais ça tout de suite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Clarisse, bravo en tous les cas, c'est vraiment très chouette ce que tu as fait. Est-ce que ça peut vraiment être employé par des salariés, par exemple, qui doivent retourner au travail la semaine prochaine et qui ont des enfants sans que ça soit spécialement une population à risque? Alors, je pense qu'il y a plusieurs enjeux derrière ça. D'abord, il y a la garde d'enfants. Pour beaucoup, c'est quand même un sujet aussi, un facteur de risque, parce qu'il y a des gens qui ont toujours peur de savoir quel adulte va aller autour d'eux, etc. Donc, jusqu'à maintenant, c'était un peu parce qu'il y avait une urgence, un besoin très très fort, et que l'école n'était pas ouverte, qu'il a existé. Je pense que ce besoin va probablement exister de nouveau, mais je pense que les gens vont commencer à trouver les solutions plus proches d'eux, notamment dans leur famille et leurs proches, parce qu'ils vont pouvoir se déplacer. Avant, c'était impossible, ça, d'appeler les proches. Donc, on est en train de réfléchir à comment on ouvre ça aussi. Puis on va faire attention aussi à ce que nos bénévoles, il y en a plein qui vont repartir au boulot aussi, donc auront des disponibilités différentes. On va probablement aussi leur envoyer un email, ou en tout cas la capacité de requalifier un petit peu leur disponibilité, peut-être pour qu'ils réduisent le temps disponible ou sur d'autres typologies de choses, notamment pour les relations avec la PHP. Voilà, c'est un peu encore ouvert. Mais pour l'instant, c'était vraiment axé en première ligne et personnes vulnérables. Par contre, les personnes vulnérables, elles vont continuer à exister, je pense. Et là, il y a vraiment un besoin gigantesque et qui n'est pas couvert par l'association habituelle, qui s'occupe déjà des personnes en très grande détresse, etc. Là, on a vraiment quelque chose de très simple, de mise en relation de voisins. Les gens habitent côte à côte. Enfin, les retours qu'on a sont, les messages de remerciements, etc., sont très, très touchants parce que les gens sont contents de voir qu'il y a un voisin qui habitait en fait pas loin, ils ne s'étaient jamais croisés. Et c'est très simple et voilà, ils sont très contents.